On va avoir une deuxième intervention extraordinaire, enfin j'espère que la première était extraordinaire, aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Aude de Thuin, qui vient de Marrakech, qui nous fait ce grand honneur. Et Aude, qui est comme moi organisatrice d'événements, on a un certain nombre de points communs. Et cette année, je tenais absolument à avoir une femme dans ce grand escalier. Et c'est la première fois qu'on a une femme sur ces marches à RMS Conf. Et donc Aude va nous parler de talent et partager certaines de ses expériences. Aude, c'est à toi. Bonjour, c'est... Vous m'entendez? Oui. Non, vous n'entendez pas? Oui. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est la première fois que je parle dans un escalier. Par contre, ce n'est pas la première fois que je parle devant autant d'hommes. Enfin, je veux dire, la proportion homme-femme. Et les sujets qui me concernent sont plutôt des sujets de femmes ces dernières années. Et je viens de faire un tour ici. Je n'ai pas encore posé la question de savoir comment les entreprises vont régler ce problème et comment elles vont se sentir légitimes de dire, de crier sur tous les toits qu'elles veulent des femmes et de ne pas être cohérents dans leur recrutement. C'est-à-dire de privilégier encore et toujours les hommes. Moi, je pense que le monde d'aujourd'hui doit être beaucoup plus équilibré. Équilibré dans toutes les étapes de sa vie, pour une simple raison, c'est que nous sommes, nous les femmes, 50% de la population, et nous ne devrions jamais oublier que nous sommes également les mères des 50% autres. Et c'est une notion importante à avoir, parce que cette responsabilité que nous avons, nous, en tant que mères et donc éducateurs, c'est une responsabilité d'éduquer les garçons. Et cette éducation est majeure. Le monde entier dit, et je viens de faire quelque chose en Afrique sur lequel je dirai un mot tout à l'heure, que les femmes sont indispensables à un meilleur équilibre. On le voit, les politiques y vont à marche forcée, ils n'y vont pas spontanément. Et s'il n'y avait pas eu la loi sur les quotas, dont je suis à l'origine, en 2000, lorsque j'ai créé le Women's Forum, je me suis dit, en regardant les statistiques, que s'il n'y avait pas de loi, enfin, je me suis posé la question, combien d'années metterions-nous à arriver à une parité? La réponse est 170 ans. Je ne vous donne pas le chiffre dans des pays comme l'Italie. On dépasse les 500. Or, les entreprises, aujourd'hui, et vous voulez recruter des femmes, je ne suis pas sûre que vous fassiez ce qu'il faut. C'est-à-dire que je me rends compte, maintenant, où j'ai un peu moins de salariés, mais j'ai passé ma vie à recruter, mais il se trouve que dans ma vie professionnelle, qui a été faite de haut et de bas, parce que j'ai eu plutôt pas mal de succès, mais j'ai aussi eu un échec énorme il y a 2 ans. J'ai déposé 3 bilans en 9 mois. Quand je fais les choses, je les fais en général pas petitement. Et j'ai replacé l'ensemble de mes collaborateurs. J'avais 2 garçons dans mon équipe et j'avais une quinzaine de femmes. Je les ai replacés sur toutes ces personnes que j'ai replacées lorsque j'ai déposé mon bilan. Certaines ont quitté les boîtes où elles sont rentrées parce qu'on leur avait fait des promesses. On leur avait fait des promesses qui ne sont pas tenues. Des promesses qui étaient nous les femmes, nous les considérons, nous les femmes, nous voulons les attirer, mais il y a beaucoup de paroles et pas suffisamment d'actes derrière, c'est-à-dire la motivation qu'il y a à garder les gens. Et le problème, et j'ai essayé d'analyser ça avec les hommes avec qui je travaille, parce que je suis vraiment pour la complémentarité homme-femme, et que plus on parle de femmes, et plus ça agace les mecs. Et c'est normal, parce qu'on dit que les femmes doivent aujourd'hui prendre leur part dans tous les métiers, et en réalité, les hommes ont peur, mais ils n'en ont pas conscience. Et cette peur amène une attitude assez agressive. Et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ne restent pas dans les entreprises, c'est finalement, elles ne se sentent pas totalement confortables, parce que ces promesses qu'on leur fait ne sont pas réellement suivies des faits. Il y a pourtant, et je ne parlerai pas seulement des femmes, parce que je vais vous parler des talents, puisque c'est le sujet aujourd'hui, il y a pourtant à savoir, pour vous qui recrutez, que lorsque une femme a 2 enfants et plus, il faut savoir qu'elle a un comportement de chef d'entreprise. Pour une simple raison, c'est qu'en gérant 2 enfants et plus, elle gère à 80-90% sa PME familiale.
C'est-à-dire qu'elle gère, il faut espérer que à notre époque, elle ne gère pas son mari, mais en tout cas, elle gère sa vie, elle gère son job, elle gère les enfants, elle gère tout. Et donc, c'est une PME. Aujourd'hui, les start-up ont moins de salariés parfois qu'une femme, mère de famille, parce qu'à partir d'un certain âge en plus, elle se retrouve à gérer les parents. Et ce n'est pas non plus le mari, la plupart du temps, qui fait ça, ce sont les femmes qui s'occupent des parents. Et cette plasticité du cerveau est assez extraordinaire à observer, parce que plus les dirigeants et plus vous, recruteurs, avez conscience de cette plasticité du cerveau, c'est-à-dire de l'adaptabilité du cerveau à se faire à peu près à toute situation, et plus vous serez gagnant face à ça. Le cerveau ne peut qu'augmenter. C'est comme quand on fait du vélo, on a le mollet qui durcit, eh bien le cerveau c'est la même chose. Plus vous le faites travailler, plus vous allez être performant. Dans l'entreprise, c'est la même chose et c'est ce qu'on attend de nos collaborateurs. Et c'est extrêmement difficile de dire « j'ai recruté un talent ». Bien sûr, on cherche des talents, mais c'est extrêmement difficile et il faut du temps pour s'apercevoir qu'on a affaire à un talent inné ou à un talent qu'on va révéler. Le talent inné est quelque chose d'assez difficile. Je me suis rendu compte de ça parce que j'ai recruté, j'ai eu 5 entreprises, enfin maintenant je dirige la 5e, et donc j'ai passé ma vie à recruter, et j'ai eu la chance d'avoir quelques talents innés que j'ai repérés ou que je n'avais pas repérés, mais qui se sont révélés être des talents innés. Et ceux-là, il ne faut pas les laisser passer. Et il faut même, et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, si c'est possible, ça n'est pas vrai de toutes les structures, dans les PME, dans les start-up, aujourd'hui, il faut essayer de les associer au capital pour les garder. Parce que ces talents innés, c'est juste formidable pour un entrepreneur. C'est absolument formidable. Moi, j'ai le cas, je vais m'arrêter là-dessus en ce moment, j'ai le cas d'une collaboratrice qui s'appelle Marine, qui a travaillé avec moi il y a plus de 10 ans lorsque j'ai créé le Women's Forum. Marine est partie, j'ai vendu le Women's Forum, et Publicis, qui a racheté, n'a pas gardé mon équipe, ce qui est assez normal, et moi non plus, ils m'ont viré, ce qui est aussi assez logique quand on a une personnalité comme la mienne et qu'un groupe comme Publicis achète, voilà. Donc ils ont mis quelqu'un d'autre à ma place, ils ont remplacé mon équipe, et Marine et d'autres de mes collaborateurs, femmes et hommes, ont évidemment retrouvé des jobs. Marine a fait 2 enfants dans l'intervalle. Elle s'est beaucoup occupée de ses enfants parce qu'elle avait envie de se mettre un peu en pause. Elle avait les moyens de ça et tant mieux pour elle évidemment. Et puis elle a eu un job qui s'est mal passé parce qu'elle avait une personnalité qui n'était pas très facile avec les autres. Elle voulait prendre beaucoup la place des autres. Et ça, c'est un des problèmes aussi de certaines personnalités qui veulent envahir la sphère des autres, qui ne se contentent pas de rester dans la leur. C'est intéressant à observer, c'est intéressant de travailler aussi avec ces gens-là. Quand je me suis lancée dans ma dernière entreprise, qui est un forum mondial de femmes qui s'appelle Women in Africa, qui a comme objectif, qui vient d'avoir lieu à Marrakech, et qui fait que je m'installe d'ailleurs à Marrakech pour être plus proche de l'Afrique subsaharienne, j'ai mis en place une équipe. Et je me suis demandé si j'avais envie de recruter from scratch, c'est-à-dire d'aller chercher, de passer par certaines des boîtes qui sont ici, si j'avais envie de faire passer des annonces, si j'avais envie de passer juste par les réseaux sociaux. Bon. Et je me suis dit que j'allais faire facile et que j'allais recruter dans les anciens qui avaient travaillé chez moi et dans les talents que j'avais eus depuis ces 20-25 dernières années, ce que j'ai fait. J'ai monté un forum, Women in Africa. Quand on parle de sens, qui fait sens, on sait que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Et je peux vous dire que ce sont les femmes qui vont faire l'Afrique. Je dirais malheureusement, parce que ça serait préférable qu'il y ait un meilleur équilibre homme-femme. Les hommes ont 95% du pouvoir en Afrique, du pouvoir financier, des actions. La loi est pour eux. La loi n'est pas du tout pour les femmes. Pour autant, ce sont les femmes qui font l'Afrique et qui vont faire l'Afrique. Parce que l'Afrique est en train de bouger beaucoup et l'Afrique ne peut plus rester et ne veut plus rester comme elle l'était jusqu'à maintenant. Donc des femmes africaines sont venues me chercher, je n'avais pas de légitimité, je suis blanche, je vis à Paris, je travaille à Paris, j'avais une équipe de blancs.
Et donc, il a fallu que pendant 18 mois que je me batte avec toutes les oppositions que j'ai reçues parce que j'étais blanche et en même temps, elles étaient venues me chercher. J'ai donc essayé de recruter. Donc, j'ai fait revenir des anciens avec beaucoup, beaucoup de succès. Il y en a 2 qui viennent d'être associés. Je leur ai annoncé hier qu'ils rentraient dans le capital. Je libère 25% du capital pour ça, juste afin de faire une levée de fonds. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que pour lever des fonds, je donnerai beaucoup plus confiance à des investisseurs si je suis entourée d'une équipe et d'associés. Parce que moi-même, j'ai déposé le bilan. Donc, il y a des investisseurs qui peuvent avoir un doute, qui se disent « oui, elle est très créative, elle a cette capacité à monter des projets. Est-ce qu'elle est capable de faire du fric avec ?» C'est peut-être une question qu'ils se posent. Pour anticiper sur cette question, je me suis dit que si j'avais réussi ce que je viens de faire, Women in Africa, c'est justement parce que je n'étais pas seule. Donc, il y avait une légitimité à associer et que je préférais, moi, perdre du capital pour les années qui viennent, l'ouvrir donc à des gens qui allaient m'aider et qui allaient m'accompagner dans le développement de cette société. Et c'était extrêmement intéressant d'aller chercher, de leur proposer ça et de voir leur réaction. Comme si, à leur âge, ce sont des femmes qui ont 40 ans maintenant, qui approchent les 40 ans, elles se disaient « oui, je suis à ma place ». Je suis légitime dans la proposition qu'elle me fait. Et la question qu'on doit se poser quand on est employeur, c'est pas seulement de la légitimité de l'autre, mais c'est aussi de notre légitimité à nous face aux personnes que nous avons. La responsabilité que nous avons de recruter est énorme. Même dans un monde aujourd'hui où nous savons, les études le montrent, que chaque salarié aujourd'hui aura 13 emplois dans sa vie en France. Les statistiques vont toutes dans ce sens. Donc il y aura des mouvements qui vont se passer. On va rentrer à l'instant T dans une boîte et puis on va grandir, pas obligatoirement grandir au même rythme que la boîte. Et donc une des préoccupations de l'employeur, c'est justement de voir comment les gens grandissent à vos côtés. Et est-ce que vous êtes, vous, à la hauteur de leur propre évolution? C'est le vrai sujet aujourd'hui. Et donc ces talents sont une chose rare, en dehors du talent inné, spontané, qui est un rêve pour tout employeur, il y a les talents qu'on va découvrir. Ça, j'ai eu aussi, évidemment, dans une vie d'employeur où j'ai beaucoup, beaucoup recruté, j'ai eu beaucoup de spontanéité, de spontanéité, de révélations qui sont arrivées à moi, que je ne suis pas sûre d'avoir toujours vues. Parce qu'une grande partie de ma vie, je considère que j'ai été un très mauvais patron. J'ai été un mauvais patron parce que j'étais impatiente, parce que j'avais une exigence que je m'attribuais aussi à moi, d'ailleurs. J'étais très exigeante par rapport à moi et du coup, je faisais supporter aux autres mes propres exigences sans beaucoup tenir compte, pas suffisamment de leur propre sensibilité, fragilité. Et donc, je n'ai pas été un bon patron. Et j'ai provoqué des drames autour de moi. Je me souviens d'avoir osé dire à quelqu'un « vous n'êtes pas à la hauteur du job que je vous ai confié ». J'ai détruit cette personne qui m'en veut à mort aujourd'hui. Et je comprends. Je comprends. Et en même temps, c'était vrai. Il y a juste une façon de le dire. Et peut-être qu'en grandissant, ce que j'ai appris, c'était ça. C'est-à-dire, c'était à modérer cette personnalité forte qui est la mienne, cette spontanéité qui est la mienne et qui m'a toujours empêché de faire de la politique d'ailleurs parce que je ne pourrais pas, justement. Il faut savoir moduler ce que je ne sais pas faire. Mais c'est cette responsabilité que j'ai prise, je n'en avais pas souvent la conscience, que cet agissement qui était le mien, je ne me rendais pas compte à quel point ça impactait les autres pour de nombreuses années. Après une vie de recrutement, je me suis d'ailleurs beaucoup posé la question de savoir si j'avais encore envie de recruter aujourd'hui. On est confronté dans notre vie professionnelle aujourd'hui par faire appel à des travailleurs indépendants. Beaucoup. Nous sommes de plus en plus nombreux. Quand je dis nous, c'est parce que je me mets évidemment là-dedans, dans cette situation de faire appel à des travailleurs indépendants qui, quelque part, nous soulagent de notre responsabilité d'employeur.
parce que on oblige les gens à devenir leur propre employeur alors qu'ils n'en ont pas envie. Il faut savoir que les travailleurs indépendants, dans 70 à 75%, je crois, des cas, créent leur entreprise par défaut de trouver un job. Donc ce n'est pas par leur propre volonté, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de job qu'ils créent leur société. Et donc c'est nous qui avons amené la société à penser comme ça. Ce sont ces changements énormes et ces mutations de la vie que nous vivons aujourd'hui. Donc ces mutations ne sont pas seulement dans le nombre d'emplois que vous aurez, que nous aurons, enfin moi c'est passé, c'est derrière moi, ma vie est derrière moi aujourd'hui, à part Women in Africa que je vais driver pendant 4 ans, parce que j'ai annoncé, en annonçant hier, en nommant l'arrivée comme associée de 2 de mes collaboratrices, j'ai annoncé que je sortais dans 3 ans, 4 ans maximum. Je continuerai à leur apporter, mais il fallait que ce soit clair, il fallait que je dégage le chemin. Et il faudra qu'il y en ait une d'entre elles qui prenne le lead. Mais pour qu'elle prenne le lead, je ne veux pas qu'elle se bagarre non plus. Donc là, c'est la définition précise des jobs, la définition précise de ce qu'elles vont chacune faire dans les 3-4 prochaines années. Ça ne va pas être simple à gérer. Parce que l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'humain. Vous savez que le droit des hommes est en train de devenir le droit des humains. Enfin, ça, c'est le sujet, encore, la féministe que je suis, qui ne peut qu'approuver ça. Mais le droit des hommes, on ne peut pas les empêcher de penser qu'ils sont meilleurs l'un par rapport à l'autre, donc je vais veiller à faire ce que je n'ai pas fait dans le passé, c'est-à-dire à faire que chacun trouve son équilibre, que chacun étant associé se sente responsable de la société, qu'il se sente porté par ce que nous sommes en train de faire. Et ça m'amène au sens. Le sens est essentiel aujourd'hui dans ce que les gens recherchent. J'ai lu dans la presse ce week-end que beaucoup, je reviens aux femmes, de femmes quittaient leur job parce qu'elles ne voyaient pas le sens qu'elles donnaient à leur vie en restant dans les boîtes. Et ça, c'est une notion aujourd'hui extrêmement importante. Et c'est même probablement terrible et dramatique pour les sociétés. Des sociétés qui n'arrivent pas à recruter parce que les jeunes, ça n'est pas vrai d'ailleurs seulement pour les femmes, mais les femmes ont plus le courage de partir que les hommes, la plupart du temps. Ils restent pour des raisons qu'on peut comprendre aisément. Ils se sentent chefs de famille, donc ils vont rester. Les femmes ont beaucoup plus le courage de partir. C'est comme dans les couples, dans les divorces, c'est la même chose, ce sont les femmes qui se barrent. Et donc, aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter parce que les gens ne voient pas le sens qu'ils ont à travailler comme ils le font. Ils ne comprennent pas souvent où va la boîte. Ils ne comprennent pas les valeurs de la boîte. Les gens pensent qu'on leur a vendu quelque chose qui n'est pas vrai, et c'est là où vous, employeurs, devez... C'est un des grands sujets de préoccupation qui doit être le vôtre aujourd'hui. Cette époque est portée par un sens, cette mutation énorme dans laquelle nous sommes aujourd'hui amène les gens à désirer autre chose. Ils ne veulent plus se forcer. Mais il faut en même temps, on a tous l'obligation d'avancer quand on a des entreprises. On a des obligations d'être meilleurs qu'on l'a été la veille. On est bousculé par les réseaux sociaux, on est bousculé par le numérique, on est bousculé par le changement de modèles économiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est extrêmement difficile d'accompagner ces gens qui veulent trouver du sens profondément dans ce qu'ils font. Et cette notion de sens... Moi, je l'ai à peu près toujours eu dans mes entreprises parce que les entreprises que j'ai créées correspondaient à quelque chose. Lorsque j'ai créé le salon L'Art du Jardin, c'était tout simplement à l'époque parce que je savais que le jardin était un espace de recentrage pour les gens. C'était à une époque, ça va vous paraître ahurissant ce que je vais vous dire, mais c'est la réalité, c'est ce que j'ai dit à François Mitterrand lorsqu'il est venu inaugurer l'Art du Jardin. Il me dit « Vous avez créé ce salon, pourquoi ?» Je dis « Parce que vous avez nommé Tapie comme ministre. » Et que quand on ose nommer un ministre comme Tapie, c'est une vraie perte de sens. Et donc je pense que les gens, vous ne réalisez pas, vous, politiques, là où vous êtes, vous ne réalisez pas ce besoin de sens. J'ai créé l'Art du Jardin, je suis devenue 2e mondiale avec ce concept. J'ai créé un salon qui s'appelle Création et Savoir-faire, je suis devenue leader mondial. J'arrivais à attirer 200 000 personnes par an.
sur uniquement ce phénomène des loisirs créatifs et du do-it-yourself. Pourquoi? Parce que ma grand-mère disait, quand on fait quelque chose avec ses deux mains, on a les deux pieds sur terre. Partant de ça et de ce bon sens, j'ai créé un salon qui a généré la construction, je ne sais pas comment on peut dire ça, la mise en place d'énormément de sociétés sur les loisirs créatifs. Cette société continue aujourd'hui, ça avait un sens fou lorsque je l'ai fait. La seule personne qui ne voyait pas le sens à ce que j'ai fait, c'était mon banquier, qui me dit c'est un truc de nana. Sauf que lorsqu'il en a parlé à sa femme, le lendemain il m'a appelé et il me dit tu as peut-être raison finalement, ma femme pense que c'est une bonne idée. Je n'ai jamais gagné autant d'argent qu'avec cette société. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu aller, 10 ans après, parce que chacune de mes sociétés a duré à peu près 10 ans, que j'ai voulu aller à Davos. Parce que vous connaissez tous le World Economic Forum, et je pensais le monde de demain, j'étais quelqu'un d'assez prétentieux, et donc je me voyais comme capable d'aller à Davos. J'étais prête à payer à l'époque 15 000 €. C'était déjà le prix, à l'époque, c'était en 2000, pour aller à Davos. Je n'ai jamais eu de réponse à ma candidature, pour une simple raison, c'est que je suis une femme et que j'étais patron de PME. Quand j'ai eu cette analyse, et lorsque j'ai pris conscience de ça, j'étais très en colère. Je suis bretonne et quand je suis en colère, ce sont des vraies colères qui génèrent en général quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le Women's Forum, parce que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut penser le monde sans les femmes, puisque nous sommes donc 50% de la population. Je suis devenue leader mondial 3 ans après. Malheureusement, j'ai perdu de l'argent la 5e année à cause de la crise des subprimes. Mes clients étaient à 70% américains et c'est à ce moment-là que j'ai vendu à Publicis. Et ce sujet des femmes ne m'a à ce moment-là jamais quittée parce que je voulais continuer à avoir du sens dans ma vie professionnelle. J'ai créé un forum qui s'appelle Osons la France. Peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. C'est avec celui-là, malheureusement, que j'ai déposé le bilan. Ça ne m'a pas réussi d'oser la France. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté les femmes africaines qui sont venues me chercher pour créer Women in Africa. Et nous venons d'avoir lieu, et ce que les femmes africaines m'ont dit, lorsque j'ai expliqué les difficultés que j'avais eues pendant 18 mois à créer, à mettre en place ce forum mondial, je leur ai expliqué qu'une des grandes difficultés, c'est justement parce que j'étais blanche. Donc, même si une partie des femmes africaines sont venues me chercher parce qu'elles savaient que j'étais légitime sur le sujet des femmes, légitime dans ce métier, pour autant, une grande majorité des femmes africaines n'acceptaient pas le fait que je sois blanche. Lorsque nous avons réalisé ce forum, la semaine dernière, nous avons eu 398 personnes précisément venant de 39 pays. Nous avons mis en réseau les femmes africaines avec des femmes du monde entier. Nous avions des Chinoises, des Indiennes, des Américaines, des Allemandes, des Françaises, des Italiennes, des Colombiennes, des Mexicaines, parce que, pour les raisons que je vous ai dites, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, est le continent du XXIe siècle et qu'il faut compter avec les femmes. Et là, elles ont compris qu'être blanc ou noir n'avait pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'est faire des choses avec son cœur. Ce qu'il fallait, c'est faire des choses qui aient un sens profond. Elles ont compris ma démarche. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour de nombreuses années avec mes collaborateurs. Là, nous avons l'intention de recruter un homme, d'ailleurs, minimum, dans une équipe, parce que je pense qu'il faut un équilibre. Je ne suis pas sûre qu'on ait la bonne parité chez nous. Mais en tout cas, on va recruter, peut-être mon ancien directeur financier, d'ailleurs. Je ne sais pas. Lui aussi est parti en Afrique, mais s'il avait envie de revenir, je pense que je l'appellerai. Et je me posais toutes ces questions avant de venir. C'était le sens profond à donner à ce que nous faisons, pour attirer les gens, pour les garder, pour ne pas être dans le mensonge ou le faux semblant. Donner l'impression que l'entreprise a des valeurs, mais c'est surtout en permanence en faire la preuve. Et en faire la preuve, c'est aussi si votre métier est un métier un peu tech, un peu voilà, parce qu'il y a des métiers qui sont des métiers industriels qui ne sont pas évidents. On peut donner du sens en amenant les entreprises à faire quelque chose de collectif. Je vais finir sur un exemple. Nous avons ouvert le forum Women in Africa sur une session à l'université Kadi Hayat de Marrakech sur l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes en train de monter avec les étudiants de cette université une application
pour mettre en relation des entreprises qui veulent s'impliquer sur cette notion d'économie sociale et solidaire avec des femmes qui font des choses et qui sont les actrices de terrain. Parce qu'il faut savoir en Afrique que 84% de l'économie sociale et solidaire est faite par des femmes, que ça correspond à 70% des PIB et que ça s'appelle de l'économie informelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Or, ces femmes sont aussi des entrepreneurs, elles ont besoin d'être soutenues, ce sont elles qui créent les emplois, ce sont elles qui sont en train de développer avec des enjeux qui sont énormes. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai trouvé que ça faisait un sens que je réponde oui à mes amis qui sont venus me demander de faire Women in Africa, parce que les enjeux qui sont les nôtres sont les enjeux des migrations. Plus il y aura de déforestation, moins il y aura d'économies dans les villages, plus les femmes seront obligées de partir, plus les migrations vont se développer, et nous sommes confrontés à ça. Et aujourd'hui, même si je considère, mais ça c'est un truc perso, que la France ne joue pas son rôle sur le sujet, je pense qu'on peut regarder les choses autrement et donner un sens à ce qu'on fait. C'est entre autres s'intéresser à ce genre de sujet. Donc vous voyez le sens, jusqu'où on va, quand on a mis en place ce sujet de l'économie sociale et solidaire dans un forum payant, en ouvrant gratuitement, avec des conférences en arabe, avec des femmes qu'on a fait venir du Moyen Atlas, on a fait venir des femmes du Tchad, on a fait venir des femmes qui ne parlaient, entre elles n'arrivaient pas à communiquer en dehors des traducteurs, et ça a fait un tabac. Et cette application qu'on veut développer, on va la mettre à disposition des entreprises, parce que les entreprises cherchent à se donner un sens. Il y en a autour de vous, beaucoup. Il suffit d'observer l'évolution de la vie, il suffit d'observer les mutations que nous avons, les mutations des salariés. Est-ce que quelqu'un qui commence à moins sourire est quelqu'un qui va rester encore longtemps dans la boîte? Quand on sait ce que ça coûte de recruter plutôt que de garder les équipes, on doit se poser des questions sur le rôle que nous avons à jouer aujourd'hui, tous autant que nous sommes, que nous soyons salariés, cadres, dirigeants d'entreprise, actionnaires d'entreprise, sur le sens et les valeurs que nous portons pour pouvoir affronter le monde tel qu'il est en train d'arriver vers nous, parce que ça va vite. Il faut savoir que cette mutation est énorme et que si on n'y participe pas, on restera de côté. Je vous remercie. Merci, bravo. Merci Aude. Ça ne pouvait pas mieux s'inscrire dans le message que j'ai essayé de faire passer ce matin. C'était merveilleux, merci. Alors, on a encore les 20 mêmes petites minutes de retard, mais ça se rattrape toujours, je vous rassure, en fin de journée, voire même sur la pause déj. Vous aurez le temps de manger, pas de souci. Alors ça va reprendre, juste un tout petit message avant que ça reprenne. Au plus sain, dans l'espace candidat animé par nos deux experts recrutement, Sophie et Hugues, vous pouvez participer au challenge recrutement sans vous être forcément inscrite ou inscrit avant. Donc, je vous engage et je vous invite à aller dans l'espace plus sain si vous voulez vous confronter aux meilleurs recruteurs de France. Et puis évidemment, ça reprend partout. Merci à vous.